Olá, boa tarde a todos. Nós vamos começar essa primeira jornada do nosso programa público, da exposição A Terra, o Fogo, a Água e os Ventos, por um Museu de Errância, com Eduardo Glissant. Agradeço a todos que vieram e que estão aqui conosco hoje. A ideia dessas conversas é realmente ser um momento de troca com os artistas que estão com a gente aqui, e uma troca bem informal, aberta. Então, acho que nós vamos ouvi-los um pouco, contar dos seus trabalhos, das suas práticas, e a gente vai ter um momento para conversar, para perguntar, enfim, para entender melhor os trabalhos que estão aqui expostos. A exposição, para quem ainda não viu, ela abriu ontem, aqui no Instituto Miyotaki. Ela está naquelas duas salas ali do fundo. Também convido vocês a visitarem a mostra, que fica em cartaz até fevereiro. E eu queria agradecer às pessoas que estão aqui presentes, que fizeram parte disso. Primeiro, agradecer aos artistas, Rafael, Hamedine, a Minha, que vai se juntar a nós em breve. Também gostaria de agradecer ao Glissant Art Found, que está aqui presente com o Ronan. A gente tem que agradecer a Sylvie Glissant, que aqui está representando o Instituto do Monde, que também é um parceiro, e a Anne Luyot, que representa a temporada França-Brasil. Bom, a gente vai começar, então. Bom, Rafael, tudo bom? Primeiro eu queria... Bonjour. Bonjour. Eu queria, enfim, que você contasse um pouco da sua pesquisa em têxteis, em tecido, de onde vem isso, e em seguida a gente pode contar um pouco sobre a cena que está representada no seu trabalho. Para quem não viu o trabalho ainda do Rafael, é esse trabalho que a gente tem aqui em cima da gente. A gente tem a felicidade de estar realmente, enfim, abaixo do trabalho. E, bom, vou passar a palavra a você. Ok. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Raphaël. Je suis un artiste basé à Paris. Voilà, et j'ai grandi donc à Paris, issu d'une famille à la fois italienne et caribéenne de Guadeloupe. Et j'ai donc fait mes études à Paris et à New York. Et effectivement, je montre ici une grande pièce textile qui est assez récente. Elle fait partie d'une série de pièces textiles avec une forte dimension narrative et qui en fait représente la cérémonie du bois caïman, qui est une partie de l'histoire haïtienne et caribéenne très importante. Cette série de pièces textiles, elle fait donc, en tout cas, elle fait partie d'un ensemble qui tend à donner justement une représentation à des grands pans historiques de la Caraïbe, en tout cas de l'histoire de la Caraïbe, qui n'ont pas eu de représentation. Et je me joue en fait des codes de la peinture d'histoire. Donc moi j'ai une pratique qui est vraiment picturale et je me définis comme peintre. J'ai un travail de peinture très classique. Et depuis un certain nombre d'années, mon travail pictural s'est ouvert au textile et notamment donc à ces grandes pièces narratives et qui finalement représente et formule un peu une contre-histoire de l'histoire que on nous est donné à lire en Occident, je dirais. Et ici, donc c'est une pièce qui s'appelle La clairière du bois caïman. Alors techniquement déjà, donc c'est un grand patchwork textile. Donc tout est cousu ensemble et on est avec à la fois de l'impression numérique dans le tissu qui forme le fond de l'œuvre, mais aussi beaucoup de coton qui sont teints dans mon atelier. Et tout ce qui est iconographique, toutes les images, la figuration arrive par de la sérigraphie sur tissu. Et la façon dont je procède, c'est justement pour essayer
d'écrire, de donner une représentation à cette histoire qui n'a pas de représentation. J'utilise finalement l'esthétique et la technique du collage pour reformuler, m'approprier à la fois des pans de l'imagerie, on va dire, qu'universellement on connaît, issus de l'histoire de l'art, issus de l'histoire de la photographie, beaucoup. Et cette technique du collage me permet de créer finalement ce nouveau récit un peu composite. Pour créer cette pièce, par exemple, j'ai beaucoup regardé la peinture naïve haïtienne, qui justement a cette dimension narrative très forte, qui est aussi un moyen de raconter sa propre histoire. Et c'est vrai que j'aime justement beaucoup mêler à la fois, on va dire, des arts qu'on pourrait considérer majeurs, comme l'histoire de la peinture a pu nous le montrer. Et en fait, moi, je vais beaucoup dans des musées du type du Louvre ou du Metropolitan Museum, des musées qu'on dit universalistes, où on a accès finalement à tout un pan visuel assez global et sur le monde entier à des périodes différentes. Et moi, justement, je viens prélever ces images et recomposer un autre récit grâce au collage. Et donc ici, notamment les visages sont issus de fonds photographiques coloniaux. J'ai travaillé à un moment donné avec les archives du musée du Quai Branly à Paris, qui a un fonds de 700 000 photographies de la période coloniale, essentiellement de l'histoire française, donc principalement en Afrique, mais aussi en Asie. Et en fait, j'essaie d'avoir une lecture de ces images qui sont problématiques aujourd'hui à regarder, parce qu'elles ont été prises dans un contexte à la fois d'exotisme vis-à-vis de ces continents, de ces peuples, et en plus des photos qui ont souvent été des sortes d'inventaires iconographiques de ces populations. Et moi, je vais prélever dans ces images justement des portraits, des figures qui sont fortes, avec des présences, des poses, des regards, justement, qui viennent happer le spectateur. Et du coup, l'idée, c'est d'inverser, une fois encore, la symbolique des images. Donc, à la fois une inversion de la forme picturale, parce que ces grands panoramiques que je travaille comme ça sont issus de l'histoire de la peinture, où on va dire que les grandes narrations des empires coloniaux étaient de représenter par exemple des grandes batailles. Donc, dans un projet précédent au Panthéon, j'avais notamment fait une grande pièce panoramique sur l'histoire de la bataille de Vertières. Bataille de Vertières étant la bataille la plus importante de l'histoire d'Haïti, puisque c'est le moment où les insurgés ont gagné face aux troupes napoléoniennes et françaises. Et dans le Panthéon, justement, cette inversion, ou en tout cas ce jeu avec cette forme de la peinture très connotée, et de l'inverser complètement, c'est des choses qui m'intéressent. Et du coup, voilà, on a toujours cette dimension un peu d'inversion, de proposer une contre-histoire, à la fois avec les moyens finalement du pouvoir finalement, et aussi comment le peuple peut avoir une réponse à cette domination. Donc voilà, et ici, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bon, je ne vais pas vous faire une explication. Acho que seria legal você contar um pouco sobre a cena em si que está representada. Acho que a gente não tem, no Brasil, a gente tem algumas distâncias e que a gente não deveria ter em relação a uma história do Haiti, uma história do Caribe. Então, se você puder contar um pouco sobre o que é essa revolta e o que é essa cena que inspira uma revolta, seria importante, para contextualizar um pouco. Ok. Alors, c'est une scène donc qui représente la cérémonie du bois caïman, qui est en fait le début de l'insurrection des personnes en situation d'esclavage en Haïti, donc c'est 1791.
les deux personnages qui sont un peu principaux dans l'œuvre, à gauche et à droite. Donc à gauche, on a la figure de Cécile Fatiman, qui est une mambo vaudou, donc une prêtresse vaudou, qui a officié cette cérémonie du bois caïman avec Djuti Boukman, donc le personnage masculin à droite. Ces deux prêtres et prêtresses ont dirigé la cérémonie du bois caïman, qui a été une cérémonie importante parce qu'elle a unifié des personnes esclavagisées dans plusieurs plantations du nord d'Haïti. Et c'est à partir de cette cérémonie qu'une solidarité est née entre des personnes issues de plusieurs plantations et où la révolte a débuté. On voit beaucoup justement donc de références au vaudou dans l'œuvre. Par exemple, pour vous donner une petite anecdote, les VV, donc c'est les symboles qu'on voit dans la partie basse qui sont sérigraphiés autour de l'arbre. Ces VV, ils représentent des Loas, donc des dieux vaudous. Et il s'avère qu'en 2013, j'avais fait une résidence en Haïti, à Jacmel, dans le sud d'Haïti, qui est vraiment un carrefour du vaudou, enfin en tout cas une zone qui est très pratiquante encore. Et il se trouve que j'avais fait une résidence où j'étais resté un mois chez une mambo. Donc j'avais appris beaucoup de choses et j'avais pu assister à des cérémonies, etc. Et par exemple, pour cette pièce, je l'ai recontacté pour être sûr d'utiliser les bons symboles, les bons VV. Et du coup, par exemple, on sait que Cécile Fatiman, donc moi j'ai ça aussi qui m'intéresse dans mon travail de portraitiste, c'est que en tout cas en tant que portraitiste, je cherche à représenter des figures historiques qui ont existé, mais où en fait finalement j'ai que des bribes d'informations biographiques. Et du coup, ça laisse à la fois de la place à l'expérimentation et à mon travail d'imagination. Mais en même temps, je m'attelle quand même à avoir des choses qui sont réelles, en fait, qui sont attachées à des éléments biographiques réels que j'ai pu avoir. Et Cécile Fatiman, par exemple, elle a un symbole vaudou autour du cou qui représente le Loa avec lequel elle est liée. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont assez caractéristiques. Bien sûr, la présence de la musique et de la trance, et notamment ce fromager, cet arbre au centre de la scène qui ajoute un peu, enfin qui est une présence constante dans toutes les cérémonies vaudou. Donc voilà, il y a tout en même temps ce jeu sur les vrais codes sacrés et en même temps sur les différents bribes d'images que j'ai pu voir de cette cérémonie qui sont issues de la peinture populaire haïtienne, quoi. Rafael, você começa essa conversa falando sobre a sua origem, sobre essa coisa haitiana e italiana da sua família, mas também francesa, e acho que isso tem... É francês? Guadeloupe, Italie. É Guadalupe, perdão. É que a gente falou tanto de Haiti que eu me confundi, perdão. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, acho que a exposição ela tem enfim, um lugar de pensar a errância, os movimentos, que vão muito de encontro com o pensamento do Édouard Glissant. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre sua origem, ou suas muitas origens, e sobre como é estar aqui conosco. Oui. Alors, en fait, moi, il s'avère que donc j'ai grandi en banlieue parisienne. Néanmoins, j'allais beaucoup voir ma famille en Guadeloupe. Et c'est vraiment l'endroit où je suis le plus allé. Je suis allé beaucoup moins en Italie, par exemple, qu'en Guadeloupe. Donc c'est vrai que moi, j'ai un lien très fort à la culture guadeloupéenne et notamment à ses traditions populaires. Il se trouve aussi qu'avant de faire de la peinture, j'étais plutôt musicien ou apprenti musicien et je jouais dans des groupes de carnaval, donc j'étais percussionniste. Et notamment justement toutes ces traditions liées à la fois au carnaval et à d'autres traditions musicales, comme récemment j'ai pu le faire au Palais de Tokyo avec une performance que j'ai réalisée avec
une association de danse de quadrille. Donc je crois qu'au Brésil, il y a aussi une version de la danse de quadrille. Donc cette danse qui vient directement d'Europe et qui justement a été complètement créolisée dans les Caraïbes. Voilà, en tout cas, on va dire que malgré le fait que j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai toujours eu une sorte de racine qui est restée culturellement dans ma famille et dans mon expérience. Et forcément, ça m'a beaucoup marqué en tant qu'artiste. Et notamment, je dirais que moi, je parle souvent d'Haïti dans mon exposition au Palais de Tokyo, d'où provient cette œuvre. C'était vraiment une exposition assez focalisée sur l'histoire haïtienne, mais parce que je pense aussi que justement l'histoire haïtienne a beaucoup nourri et beaucoup donné d'espoir aussi à toutes les îles de la Caraïbe, parce que c'est finalement une révolte qui a réussi au sens où l'esclavage a été arrêté et cette île a été la première république noire indépendante. Et du coup, cet intérêt pour l'histoire haïtienne, moi, elle a toujours été présente parce que pour moi, c'est comme un exemple, en fait, et j'en parle souvent parce que, en fait, historiquement parlant, il y a plein d'événements très intéressants qui s'y sont passés. Et globalement, en fait, le fait de constater son absence dans l'histoire de France, je dirais même plus que son absence, un peu sa disparition un peu consciente, quoi, fait que pour moi, il est important en tant qu'artiste de parler de ces histoires et de montrer à quel point elles ont marqué finalement aussi l'histoire contemporaine. Donc oui, mon attachement à la culture caribéenne, elle s'est fait comme ça, de façon très naturelle. Et je dirais que moi, la rencontre avec la pensée de Glissant, elle s'est fait quand j'étais étudiant. Il s'avère que j'étais déjà dans dans ce questionnement à la fois sur la représentation, sur le portrait, euh, sur l'histoire aussi. Et l'esthétique que je manipule aujourd'hui du collage, justement dans l'hétérogénéité de construire des choses. Au moment où je découvre la pensée de Glissant, alors en toute honnêteté, je vais vous dire, c'était dans la bibliothèque de ma mère, pour être très simple. Au début, je passais devant les livres sans faire attention, et puis en fait, il a fallu qu'une jeune commissaire d'expo m'en parle quand j'étais étudiant. Et j'en parle à ma mère, elle me dit, bah, en fait, tu as tous les livres devant toi, donc tu n'as plus qu'à les ouvrir. Et ça a été une révélation au sens où j'ai pu capter dans la pensée de Glissant que finalement, ce qui animait mon travail était les mêmes recherches et les mêmes attentions, avec aussi l'idée que culturellement, il est important effectivement d'être dans une sorte d'attitude ouverte et d'accueil, et que justement l'esthétique de la relation, etc., me portait moi-même en tant qu'artiste, et que face justement à ces situations politiques que l'on vit aussi bien en France qu'au Brésil qu'aux États-Unis, d'un totalitarisme et d'une version très fermée de la culture, la pensée de Glissant, pour moi, est une sorte de porte de sortie positive face à tous ces reculs. Donc voilà, je dirais que, on va dire que voilà, c'est comme ça que moi je lis mon travail à cette pensée, et il a été, je pense, grâce à lui, je dirais que toute une jeune génération d'artistes qui sont dans l'exposition, je dirais, ont pu avoir finalement presque un soutien théorique et poétique à nos trajectoires d'artistes. Et donc, je pense que voilà, c'est un bel hommage qu'on soit dans cette exposition avec lui, avec sa collection. Et voilà.
acho que a gente pode, vocês anotam as dúvidas e as perguntas, acho que a gente pode fazer uma rodada de conversa, cada um fala, e depois a gente vai para as questões específicas e perguntas para cada um, pode ser? Então, agora, eu vou chamar o Hamedine. Muito obrigada, Rafael. Bom, Hamedine, tudo bem? A gente se encontrou em Salvador, no começo desse ano. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua relação com o Brasil recente, como foi essa vinda para cá, e contasse um pouco sobre os trabalhos que estão na exposição. Tem 2 trabalhos comissionados na mostra. Assim que vocês subirem, quem viu, tem 2 painéis, duas pinturas bem grandes do Hamedine, cada uma sobre um pensador, sobre uma história. Acho que tem coisas em comum com o que o Rafael disse. E queria que você contasse um pouco sobre ela, e depois a gente pode falar sobre os trabalhos que estão dentro da mostra. Acho que é isso. Passo a palavra para você, Hamedine. Bonjour, merci à Anna, merci au musée, à l'Institut Tomi Otake de nous accueillir. Merci Sylvie et Ronan pour cette belle opportunité de travail et puis de dialogue entre la collection Édouard Glissant et les jeunes générations d'artistes. Alors, mon rapport avec le Brésil est vraiment très, très récent. Je suis venu pour la première fois en avril à Salvador de Bahia pour une résidence de recherche, mais aussi de découverte, parce que j'ai besoin vraiment de venir dans les pays, de sentir un peu les choses et de faire des rencontres pour pouvoir travailler ensuite sur quelque chose. Mais je dirais que c'est un rapport un peu de découverte, quoi, de nouveauté. Il y a une certaine curiosité, un désir d'en savoir un peu plus. Et c'est surtout que Salvador de Bahia est en face de Dakar. Il n'y a que l'Atlantique qui nous sépare. Donc, il y a, et naturellement, il y a un lien à la fois historique, tragique, poétique et nourri aussi par beaucoup d'autres choses. Donc c'est très émouvant de venir ici, de venir au Brésil, mais dans les Caraïbes ou en Amérique latine en général, parce que il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé à Salvador de Bahia, c'est que je reconnaissais ma mère, je reconnaissais ma sœur, je voyais mes frères, mes cousins, et ouais, tu vois, c'était ça. Donc là, c'est ma deuxième fois que je reviens au Brésil, à Sao Paulo. C'est un peu différent. Mais il y a une énergie. Hein? C'est très différent, mais il y a une belle énergie. C'est une ville assez étonnante, assez vivante. Donc, j'espère que ça va continuer. Alors, pour le travail que je montre ici, il y a deux moments de travail, mais c'est des travaux aussi qui se lient, c'est une sorte de continuité. Le premier travail qui s'appelle Salesman of Revolt, qui est un travail que j'ai fait à Bombay en Inde avec un collectif d'artistes qui avait un espace à Bombay qui s'appelle Crack House et qui m'ont invité pendant quelques mois pour travailler autour d'une série, d'une sélection d'écrivains africains de la diaspora, mais afro-américaine aussi. Donc j'ai sélectionné 12 auteurs et l'idée, c'était de voir un peu comment créer un espace de dialogue avec les textes dans un territoire que je ne maîtrise pas du tout.
Et, et donc, avec les artistes que j'ai rencontrés là-bas, on a fait une série de gravures sur bois à partir des couvertures de livres. Ce qui m'intéresse aussi de travailler avec l'objet livre, c'est de voir aussi comment les auteurs eux-mêmes envisagent la création de leurs textes, mais la relation qu'ils peuvent avoir aussi avec les maisons d'édition, euh, tout ce qui sous-tend un peu ce travail-là. Ça m'intéresse comme matière, mais aussi de comment les écrivains eux-mêmes choisissent des images qui représentent, par exemple, la couverture de livres. Mais c'est un désir qui vient plus loin. Moi, j'ai une formation de bibliothécaire, donc j'ai été bibliothécaire pendant une dizaine d'années dans des institutions publiques. J'ai vendu des livres dans la rue. Et à Dakar, en Afrique de l'Ouest en général, en fait, il y a toute une pratique de vendeurs de livres dans la rue, sur les marchés. À côté des vendeurs de patates, de chips et de bonbons, il y a des gens qui vendent des livres. Et ils portent des tours de livres, on les trouve sur la plage et tout ça. Et donc, à partir de cette observation, j'ai reproduit une performance à Bombay de vendeur de livres, quoi. Euh, alors, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de voir comment les classiques de la littérature afro-diasporique peuvent être proposés comme forme aussi, pas que comme texte à absorber, mais aussi comme image, quoi. Comment partir d'un texte et arriver à une image qui peut être accessible à tout le monde, ou en tout cas qui peut créer un nouveau récit, quoi. Donc j'essaie toujours de partir du texte pour arriver à une forme. C'est aussi des façons d'écrire, de réécriture. Parce que moi, je ne travaille pas, par exemple, la couleur. Je ne suis pas vraiment peintre. Je fais plutôt du collage. Je mets des bouts ensemble. En fait, j'essaie d'écrire, d'avoir aussi une écriture euh, qui peut à la fois allier, par exemple, sur les textiles, là, il y a un travail de broderie qui existe déjà, qui est une écriture. Il y a des images, bien sûr, mais il y a aussi des poèmes, des phrases. En fait, j'aime bien ce travail de citation, euh, de remettre un peu les auteurs ou les textes au goût du jour, mais pour leur permettre d'avoir une nouvelle vie, en quelque sorte, quoi. Ouais. E deles é feito. Ah, pardon. Mas sim. Dos trabalhos é feito a partir do. Dos trabalhos é feito a partir do caderno de viagem do Nilo, do Edouard Glissant, o primeiro deles, não é? E queria que você contasse um pouco sobre como é o seu encontro com Glissant, nesse sentido. Ouais, ça, c'est peut-être Sylvie qui pourrait en parler plus que moi. Alors, en fait, ma rencontre avec Glissant est un peu et date d'il y a quelques années. En fait, pour la première fois que j'ai senti qu'il y avait quelque chose, une possibilité de dialogue. C'était il y a quelques années, je travaillais pas mal à Calais, dans le nord de la France. Je faisais un film qui s'appelle La Maison Bleue sur la situation des exilés en France et en Europe en général. Et
j'ai lu ce texte de Glissant qui a été publié dans le Monde diplomatique en 2006, qui s'appelle « Il n'y a pas de frontières qu'on outrepasse ». Et il y avait un travail à la fois, c'est un texte assez fondateur sur l'idée de la frontière, notre rapport à la frontière, notre rapport au voyage, mais aussi notre rapport au paysage, la façon dont les frontières aujourd'hui produisent de la violence, déshumanisent. Et Édouard nous a invités voilà, à reconsidérer la frontière, pas, pas comme une impossibilité, mais comme une possibilité de rencontre. Et il y avait ce travail photographique de Annabelle Guerrero, cette artiste vénézuélienne, je crois, qui est des sortes de grands vigies qui peuvent être là et voir beaucoup plus loin. Donc voilà, ça m'avait beaucoup marqué et donc j'ai commencé euh, à partir de ce moment-là, de produire des images avec une distance aussi. C'est-à-dire que ce qu'on constate beaucoup en Europe, par exemple, quand on traite de ces sujets-là, même la façon de les filmer est très problématique. Produit cette manière même de produire des images sur des sujets en situation de difficulté était problématique. Et donc, il y a une responsabilité aussi pour ceux qui produisent des images, qui fabriquent des formes, de le faire d'une manière à la fois radicale et juste. Donc, en tout cas, ce texte m'a aidé à faire ce travail-là d'une certaine manière là-bas. Et puis, ce qui m'a intéressé sur le carnet de voyage, c'est, c'est à la fois le fait que c'est un journal, c'est quelqu'un qui est dans une géographie ou dans un pays, dans un espace qui écrit au quotidien. Et l'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir les dessins, hein, c'est les figures, les formes. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de voir comment un texte peut produire une image ou vice-versa. Donc, ça m'a. Le carnet en lui-même est déjà un objet formel d'art assez intéressant. Et comme je disais, le fait de le faire muter vers, par exemple, sur des textiles avec une autre écriture, ça marche assez bien. Enfin, je ne sais pas si Sylvie, tu veux parler du carnet en lui-même plus tard. Et j'ai voulu faire dialoguer aussi Édouard avec, en tout cas, dans le PAN, je cite Cheikh Anta Diop, qui est un historien, égyptologue sénégalais qui a beaucoup travaillé, notamment sur l'importance des langues traditionnelles africaines. Il a fait tout un travail de connecter la langue égyptienne avec les langues traditionnelles africaines, notamment le Wolof, le Peul. Et ça m'intéresse depuis quelques années de, de redonner aussi à ces langues tu vois, leur importance dans la pensée contemporaine, quoi. Et, et l'autre textile, c'est un poète sénégalais qui s'appelle Thierno Seydou Sall, qui, a, qui est un poète assez puissant, qui a un rapport réel un peu décalé. Et il a écrit un recueil de poèmes qui a été publié il y a une quinzaine ou vingtaine d'années qui s'appelle Madhouse. Et il est encore vivant et je voulais un peu lui rendre hommage et faire dialoguer un peu
le carnet de voyage avec ce poète sédentaire. Ouais. Muito obrigada, Hamedine. Eu sei que você também trabalha com materialidades. Existe um processo de construção de objetos. Enfim, queria que você contasse um pouco sobre isso, porque acho que é importante também no seu trabalho, esse lugar da instalação, da coleta, enfim, da colagem. E queria que você contasse um pouco sobre, se puder, óbvio, sobre o seu trabalho na Bienal de São Paulo, porque o Hamedine e a Mínia são artistas que estão também nessa próxima edição da Bienal. Então, que nós vamos poder ver a partir de amanhã, na verdade, a partir de depois de amanhã. Enfim, a gente vai poder realmente conhecer os trabalhos de ambos. Mas, se você puder contar um pouco sobre essa outra face do seu trabalho, por favor. Ouais, le travail d'installation et de collage est assez intéressant pour moi parce qu'il y a, c'est un peu, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui, par exemple, sur un territoire comme Salvador de Bahia, tout de suite, je me suis dit, bah, le lien naturel qu'il peut y avoir, c'est l'Atlantique, mais il y a tout un imaginaire aussi qui passe par le bateau, par la pirogue, par le ventre de l'Atlantique, le pli de la vague, le fond de la cale, tu vois. Il y a tout un imaginaire qui lie ces deux géographies. Et donc, je voulais partir de ça et essayer un peu de créer un espace à la fois de production de quelque chose de nouveau, mais aussi de mobilisation. C'est-à-dire que quand on arrive, quand on voit la forme, voilà, j'espère qu'il se passe quelque chose, quoi. Je sais pas. Alors, j'ai ramassé beaucoup de choses sur la plage. J'ai passé beaucoup de temps avec les pêcheurs. Je suis allé dans des terreros. Enfin, j'ai fait un travail de collecte, quoi, d'objets, de choses assez simples. Et j'ai recréé aussi une sorte de bibliothèque très ancrée sur la littérature brésilienne, afro-brésilienne, que je ne connais pas encore très, très, très bien, mais j'ai été aidé par des chercheurs de l'Université de Sao Paulo. Donc on a fait quelques choix comme ça. Et il y a aussi tout un travail de collecte d'objets entre le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et Salvador de Bahia. Je voulais aussi passer un peu par la forme sculpturale, que ce soit des masques, mais aussi il y a énormément de citations aussi sur... ouais, donc je vous invite à passer nous voir après-demain. C'est intéressant, je pense. Muito obrigada. Obrigada, Hamedine. Agora eu vou passar para a Mínia. A Mínia, a gente tem a felicidade aqui no Instituto Tomiotaki de já trabalhar com ela em um outro projeto, que agora está em cartaz na França, no FRAC Ponto Charente, e que é uma exposição que começa na França e que tem um desdobramento aqui no Brasil. E esse ano a gente começou lá e agora temos a Mínia aqui conosco. E eu queria, Mínia, que você contasse um pouco sobre essas esculturas que estão no espaço positivo e, enfim, contasse um pouco de onde elas vêm, sobre essa ideia de constelação que de algumas coisas, de algum jeito elas guardam. Para quem não viu a exposição ou para quem viu, e vou contextualizar, o trabalho da Mínia está nessa sala daqui, dessa daqui, e são uns trabalhos pendurados em madeira, são umas esculturas muito bonitas, são 3 esculturas, relembrando o trabalho. Então, Mínia, passou para você. Boa tarde, obrigada, Ana. Alors,
ici, je montre une série de sculptures qui sont issues vraiment d'une réflexion assez longue. Il y a plusieurs années, j'avais reconstitué un ciel. J'avais imaginé un ciel fait d'éléments qui sont importants pour moi depuis ma relation au territoire guadeloupéen. Et donc, j'avais montré ces constellations et voilà, j'en étais un peu restée là. Et lors d'une recherche pour une exposition qui va être montrée dans 2 semaines en Guadeloupe, qui s'appelle Assemblée narrative, qu'on est en train de réfléchir avec Étienne de France, qui fait aussi partie de l'exposition ici en haut. Avec Étienne, en fait, on a rencontré toute une communauté d'archéologues guadeloupéens. Et en fait, en discutant avec Benoît Bérard, donc c'est un archéologue qui est basé en Martinique, en discutant, il nous parlait du fait que pour le peuple Kalina, la constellation des Pléiades, qui est Chiric, en fait, donc c'est le crabe Chiric pour ce peuple Kalina, et en fait le marqueur du cycle solaire annuel. Et donc, ça m'a renvoyé à ma recherche sur les constellations et j'ai eu envie d'approfondir. Et donc, j'ai recommencé à réfléchir à cette dimension de lien au ciel, de lecture de là où on est à partir du ciel, ce qui est une référence qui existe dans toutes les cultures, en fait, hein, de se baser sur le ciel pour se guider. C'est justement un de nos guides que chaque peuple appréhende et lit et tisse et raconte à sa manière. Et donc est venue de nouveau cette question du récit, du territoire, du rapport au territoire. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre quels étaient les éléments qui m'entourent, que je peux prendre comme marqueurs temporels, mais qui soient vraiment des marqueurs ancrés dans mon lieu. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, donc je vis en Guadeloupe, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de comprendre comment ce territoire me nourrit et comment je nourris ce territoire. Et c'est vraiment une notion de va-et-vient. C'est vraiment, c'est une dimension de relation autant physique que psychologique, que de soins, en fait, avec cette dimension du lieu. La situation guadeloupéenne fait qu'il y a un rapport au lieu qui est singulier, de par l'assimilation, de par la relation avec l'autonomie ou la responsabilité, ou au contraire la non-autonomie et la non-responsabilité. Et donc toutes ces dimensions-là, moi, elles me travaillent beaucoup dans l'écriture qu'on a de nos corps avec ce territoire. Et la manière dont le récit existe. Il y a beaucoup de silence. Qu'est-ce que ce silence nous dit? Donc, la dimension du récit dans mon travail, c'est un axe de recherche qui a pris de plus en plus de place, en fait, depuis 5 ou 6 ans. Et donc, pour revenir aux constellations et aux étoiles, la série de sculptures qui est ici, en fait, elle faisait partie d'une série de sculptures plus importantes que j'ai montrées en janvier dernier dans une galerie à Iman Fares, qui est ma galeriste. Là, elles étaient accompagnées de fragments d'une constellation que j'ai proposée à partir d'étoiles existantes. Donc, je suis passée de créer des constellations de toutes pièces à composer des constellations à partir d'un ciel réel. Et donc, j'ai proposé la constellation de la grenouille, parce que la grenouille marque la transition entre le jour et la nuit. Et c'est un animal qui chante énormément, donc qui apporte, qui nourrit de ses fréquences et de son chant en permanence. Dès qu'il pleut, dès qu'il y a un changement, c'est un animal qui accompagne en fait beaucoup. Et donc, j'ai voulu commencer cette série-là avec la grenouille. Et les sculptures qui sont ici sont donc des propositions de constellations à venir que je devrais faire, en fait. Ce sont les premières phrases du travail. Et les questions, moi, quand je travaille avec une question, elle m'accompagne très longtemps. Je la considère comme une amie qui va m'accompagner plusieurs années. Donc, voilà, c'est une nouvelle étape qui reprend.
avec cette dimension de lecture du ciel. Et aussi un aspect qui m'intéresse, c'est que énormément de cultures ont fait des constellations les sources de leur ancrage et de leur raison d'être, de leur mythologie propre. Et quand on pense à la manière dont la Guadeloupe se réfléchit, ce sont des questions qui sont très vivantes, très vivaces et avec une certaine dimension de revendication au présent. Et donc ça m'intéresse énormément. Voilà. Uma dessas constelações. Ah, If you prefer. Merci. Uma dessas constelações, ela tem um formato dessas flores de banana. Todos os formatos são baseados em plantas e etc. Eu queria que você contasse um pouco do formato dessas estrelas que compõem essas constelações. Oui, alors les fleurs de bananier, et il y a aussi un anthorium dans une des suspensions. En fait aussi, j'introduis des rapports au temps qui sont liés à mes questionnements sur mes lignées de femmes. La fleur de bananier, c'est un élément que j'utilise beaucoup dans mon travail depuis plusieurs années parce qu'en fait, c'est une fleur qui a des vertus de soin de l'utérus. Et en Guadeloupe, on est dans le contexte de la contamination au chlordécone. Donc, le bananier est maintenant associé avec cette situation d'avoir un sol pollué pour 6 siècles, 90% de la population contaminée, et particulièrement les zones sexuelles affectées pour des cancers. Voilà, ce sont des conséquences très, très graves pour très longtemps et une population qui est en train d'assimiler la gravité de la situation. Et donc, le bananier est maintenant associé à cette dimension de contamination très, très problématique, très grave. Et en revenant à cette question du récit, quand moi je regarde la réaction face à cette situation, je trouve qu'il y a peu de réaction en fait. C'est une réaction très, très douce. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est que c'est l'onde de choc en fait. On est encore en train de comprendre comment on vit avec un sol contaminé, malade. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos corps? Qu'est-ce que ça veut dire dans le rapport avec ma voisine quand elle m'offre quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire quand je vais acheter une igname Donc, il y a plein de niveaux différents qui sont affectés et le rapport à la terre, le rapport à ce qu'on mange, le rapport aux plantes, c'est un des premiers liens directement touchés par cette contamination. Et donc, j'ai travaillé sur le soin de l'utérus parce que une des conséquences du chlordécone, c'est que maintenant les femmes ont énormément d'endométriose, pas que à cause du chlordécone, hein, mais voilà. En Guadeloupe, il y a quand même un phénomène assez fort par rapport à ça. Et comme cette fleur a des vertus de soin de l'utérus, ce qui m'intéressait, c'était de parler en fait de cet espace du corps malade, mais qui doit pour moi pas être perçu comme un espace condamné, sinon comme un espace à se réapproprier. Et c'est pour ça que la dimension du soin, elle est très importante pour moi. Et que plutôt que de travailler avec le bananier, chose que j'ai fait aussi avant, j'ai décidé de travailler avec cette fleur qui soigne, en fait, et de mettre en avant cette dimension du soin et de la possibilité de repenser cet espace du corps, repenser ce lien au territoire. Voilà, donc les fleurs de bananier sont cet élément que j'utilise et en lien pour moi avec les utérus dont je viens, avec cette filiation maternelle importante et comprendre aussi quels sont les héritages, qu'est-ce qui en moi parle sans que je le sache, qui vient d'autres femmes qui sont venues avant moi. Voilà. Bom, a Mínia também está... A Mínia também é uma das artistas da Bienal. E, Mínia, eu
eu sei que o trabalho da Bienal ele envolve cerâmica e são outras materialidades. Queria ouvir um pouco dessa matéria que você escolhe para fazer os trabalhos. Por que dela? No FRAC, na exposição que a gente está em cartaz na França, a gente tem uma grande instalação feita de terra. Então, tem alguma escolha material que eu acho que é interessante de que você comente um pouco sobre. Alors, ce choix matériel vient directement du lieu dans lequel j'ai grandi. J'ai une mère et un père qui sont, on appelle ça des Michel Morin en Guadeloupe en français. Ce sont des personnes qui sont très, qui n'ont pas peur de se lancer dans de nouveaux défis de réalisation technique. Et donc, je vis dans une partie de la Guadeloupe qui a une végétation très présente, très forte, très vivace, très bavarde aussi. Et donc, j'ai grandi avec un rapport au fer et à une sorte de créativité spontanée autour de moi, très en lien avec la terre, très en lien avec les plantes. Et donc, mon travail, il est directement issu de ça. Il est directement issu d'être en relation avec le lieu dans lequel on vit, parce qu'on le vibre et parce qu'il nous vibre, en fait. Donc, les matériaux avec lesquels je choisis de travailler sont des matériaux qui ont une charge pour moi, qui ont une histoire, qui ont une voix. J'ai grandi en face de la Soufrière, donc c'est pour moi un être, un volcan qui a une voix, qui a une importance de construction dans l'histoire, dans la terre, mais aussi dans ma personne. Pour moi. Et donc, dans ma manière de travailler, c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance aux matériaux. Mais c'est aussi parce que mon processus de travail peut être assez lent. Et du coup, j'ai besoin d'avoir un temps d'écoute. J'ai besoin que la matière vive, en fait, avec moi et que je vive avec elle. Donc, c'est vrai que je pense que ça, c'est possible si on travaille avec des choses sensibles. Ou pas d'ailleurs, hein. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce que je viens de dire. Mais en tout cas, cette matérialité-là, elle vient aussi vraiment du fait que ce sont les matériaux qui sont autour de moi, que j'observe de plein de manières différentes. Et ce sont des choix que j'opère avec, enfin, c'est assez lent, c'est un processus assez lent en fait de travail. Le bois brûlé, par exemple, c'est venu aussi, je pense, parce que mes parents jardinent en permanence, font des feux. Il y a ce résidu de bois brûlé. C'est une forme que j'ai observée en fait toute ma vie. Et moi, je la transforme et je décide d'en faire un support pour parler de ces constellations, par exemple. Mais c'est quelque chose qui m'habite et que j'habite complètement d'une autre manière aussi avant ça. Et donc, pour la Biennale, j'ai décidé de travailler avec des feuilles de canne, avec des yeux en céramique qui ont tous été produits ici. Les feuilles de canne sont d'ici, de São Paulo. Et en fait, c'est une installation que j'ai pensée d'une manière assez différente par rapport à d'habitude parce que j'ai vu l'installation faite avant de la faire, chose qui ça n'existe. Enfin, c'est la première fois que je travaille comme ça. Et donc, c'est une installation qui, de nouveau, parle du rapport de lien de mère en fille, de filiation, de soins, de guérison, d'héritage et de rapport au territoire. Et j'ai voulu faire un pont, en fait, entre nos deux territoires par rapport à cette plante qu'est la canne à sucre, à cette dimension de la plantation. Et il y a de la canne à sucre chez moi. Et en Guadeloupe, ce qu'on appelle Ziakon, les yeux de la canne, Olo de caña. C'est en fait la partie qu'on va planter. C'est de là que les racines vont surgir. Et donc, c'est un point de départ, c'est un jeu de mots très simple que j'ai utilisé, de partir des yeux de la canne, donc de ces nœuds à partir desquels les racines poussent, pour en fait avoir cette construction, cette image dans l'espace, d'avoir des yeux desquels partent des feuilles de canne et qui nous regardent et nous guident et nous parlent. Voilà. Et il y a aussi toute une dimension sonore
qui est une collaboration avec un designer son qui s'appelle TX, qui a travaillé la dimension du mouvement, de l'exil et de l'éveil dans l'espace. Voilà. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Acho que a gente pode fazer uma rodada de perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém tem dúvidas? Vem cá, Sara. A gente vai pedir só para você falar no microfone, porque é para tradução. Essa é a Sara, gente, ela é da nossa equipe de comunicação do Instituto Tomi-Otaki. Eu só ia dizer que, como você perguntou para os outros também, ver como começou a relação com o Glissant da minha. Só para não deixar essa passar. Ok. Alors, moi, mon point de départ avec Glissant, c'est d'arriver en école d'art à Lyon. J'ai 18 ans, nous sommes 2 élèves noirs dans ma promo. J'ai un ami sénégalais, Cher Ndiaye, qui me dit « Écoute, Minia, si tu veux pouvoir tenir dans cette école, il te faut des armes, il te faut des outils. » Et il me dit « Tu dois lire Fanon et Glissant. » Donc moi, j'ai lu Glissant en arrivant en France. Et ça a été vital, ça a été de l'ordre de la survie, vraiment. C'était incroyable. J'avais déjà commencé à produire des formes qui mettaient en fait les éléments en relation. Mais l'école des Beaux-Arts de Lyon, c'est une école qui place le discours, enfin qui plaçait, je ne sais pas du coup comment c'est maintenant. Mais à l'époque, il y a plus de 15 ans, hein, c'était une école qui plaçait vraiment le discours avant la forme. Et donc, il fallait pouvoir se défendre. Et donc, moi, j'avais déjà mes intuitions d'importance du lieu, d'importance du flux, d'importance du mouvement, du corps du spectateur. Mais d'avoir Glissant, ça a été très important. Et quand je parlais d'Édouard Glissant à l'époque, personne ne connaissait Glissant. Donc, ça a été surtout un soutien pour moi, pour pouvoir comprendre ma pratique, la pensée archipélique, l'opacité, ont été pour moi des concepts très, très importants parce qu'ils m'ont permis de... ils ont été des soutiens. Et à ce moment-là, en école d'art, dans un système, on va dire, avec une pression de jugement intellectuel assez violente, ça a été fondamental. Ça a été vraiment fondamental. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá todo mundo meio tímido agora. Vem. A Sara tem mais uma pergunta. Pode ir. É só uma curiosidade do fato do Amidine ter feito o trabalho em Mumbai. E dizer por que ele escolheu essa cidade e talvez porque tivesse sido importante fazer em outro lugar. Parler de ton choix de faire... Fala de novo. Do porquê você escolheu Mumbai para fazer o trabalho inspirado, isso, nos livros e tal. E por que não outra cidade? Enfim, porque um outro país, não sei. Non, je n'ai pas choisi, c'est juste une opportunité de travail. C'était il y a quelques années, je venais de commencer à créer des formes et j'ai rencontré ce curateur qui est ici. Dans un dîner à Paris et on a discuté un peu et il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je dis bah, j'essaie d'être artiste et il m'a dit est-ce que tu veux venir en résidence à Bombay en février? Et j'ai dit ok, pas de problème et je suis arrivé avec mes 12 livres dans ma valise et à partir de là on a imaginé le projet Sussman of Revolt. Mais oui, c'est aussi vraiment des rencontres quoi, qui font que les choses parfois existent d'une manière très, très agréable. Et sur ce projet-là, ça s'est passé comme ça. Ouais.
Merci, Soumesh. Mais alguma questão? Bom, acho que não. Ah, tem, da Mari, por favor. Essa é a Mari Per, nossa gerente de educação aqui do Tomiotaki, e ela também é responsável por um programa chamado Experiências Negras, que é um programa, enfim, muito importante aqui do Tomi. Tem informações no nosso site, mas a Mari depois pode contar um pouco mais sobre o que é esse programa, mas enfim, passo a bola para você, Mari. Bom, obrigada. Muito bom ouvi-lo sobre os 3 trabalhos e pela natureza da nossa função. A gente encontrou um desafio gostoso que é como conversar sobre essa exposição com as crianças, sobre o pensamento do Glissant, que vocabulários são esses. E tem uma palavra que para nós nos abraçou muito esse processo, que é a travessia, que é o outro, o encontro. E eu queria ouvir de vocês como é e se vocês nos ajudam a construir esse vocabulário. Como a gente, a partir dos trabalhos de vocês, ou do que vocês estão lendo do Glissant, da exposição aqui no Instituto, como vocês nos ajudariam a contar para as crianças. Que travessia é essa? Acho que tem muita travessia nos trabalhos, que lugares que eles passam, as travessias dos discursos, dos registros históricos, e para a gente tem um vocabulário e reconhecimentos muito próximos, né? Mas para crianças que nunca saíram dos seus bairros, das suas cidades, o outro é muita coisa. Então, vou pedir ajuda. Alors, des mots qui peuvent aider à faire des connexions, à faire du lien. Moi, ce que ce qui me marque toujours quand je lis Glissant, c'est sa capacité d'écoute qui résonne pour des personnes qui ont des expériences complètement différentes, mais dont les expériences sont toutes marquées par aujourd'hui le fait qu'on soit dans des rythmes qui nous obligent à décider avec quoi on veut être en lien. Si on ne fait pas ce choix-là, on se fait emporter. Et donc, pour moi, la dimension d'écoute chez Glissant, elle est fondamentale parce que, bon, c'est pas du tout quelque chose qui... Je pense pas qu'il parle de ça comme ça du tout. Hein. Mais c'est la capacité, en fait, d'accueillir le changement. Et je pense pour un enfant, c'est toujours cette dimension de découverte en permanence qui est fondamentale et qui nourrit tellement. Mais c'est aussi de savoir s'écouter soi. Et dans ce va-et-vient, dans ce va-et-vient, il y a une grande richesse. Donc c'est ça qui me vient tout de suite là avec ta question. Mais je peux y réfléchir plus et te dire plus. Mais c'est ça qui me vient tout de suite. Ouais, pour les enfants, je pense, même pour les adultes, hein, donc ça, cette exposition, c'est un pays, tu vois, c'est un pays où, un peu sans frontières. C'est une convocation de différentes géographies éclatées, mais qui ont un lien naturel. Et je pense que il y a quelque chose de très émouvant qui se passe quand on rentre dans l'expo, parce qu'on sent à la fois, je pense, cette sensibilité d'Édouard Glissant avec les formes, j'imagine la sympathie qu'il pouvait avoir pour les artistes qu'il aimait et la possibilité pour nous, la nouvelle génération, d'être là. Il y a une grande générosité chez Édouard Glissant, c'est qu'il nous fait accéder à la poésie. Vous savez, on a tous ce rapport avec la poésie qui est un peu têtu, c'est-à-dire que c'est difficile de comprendre la poésie, d'aimer
lire de la poésie. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. On commence à comprendre la poésie. On commence à aimer la poésie. Et ça, c'est un moment fondamental. Et Édouard Glissant permet ça aussi. Il permet à la fois ça, mais il permet aussi... il nous permet de nous déterritorialiser un peu, de sortir des endroits d'où on est né. Il y a toujours quelque chose de possible, non? Et il n'y a pas cette injonction à tout expliquer ou à appartenir de quelqu'un. Édouard Glissant nous permet d'habiter le monde. Et je pense que quand les enfants viendront ici, vous pouvez leur dire qu'ils peuvent habiter le monde et qu'ils peuvent aussi se laisser habiter par le monde. Voilà. Et moi, je dis... Marche plus. Pas. C'est bon? Marche. Non, marche plus. Não tá funcionando. Peraí. Oi? Vai, vai. Moi je parlerai de peut-être plusieurs mots. Je dirais utopie. Utopie parce que pour moi, justement, c'est face à ce monde qui justement refuse la complexité culturelle, historique. Je pense que dans la pensée glissantienne, il y a vraiment cette idée que finalement, c'est une utopie réalisée et encore en chemin. Et du coup, cette ouverture face à l'autre, face à, enfin, en tout cas, cette rencontre des cultures, des expériences, elle est porteuse d'espoir. Et aussi, je dirais peut-être... pardon, j'ai perdu le fil, mais d'expériences partagées, par exemple. Parce que je pense que ce qu'on peut vivre dans la zone Caraïbe, c'est des choses que au Brésil, il y a tellement de liens et justement d'expériences qui sont si semblables. On peut parler aussi de l'Amérique du Nord, que justement, peut-être que pour des jeunes Brésiliens qui découvriraient et la pensée de Glissant et cette scène aussi, avec aussi les jeunes générations comme nous, de voir que voilà, on est tous porteurs un peu d'une même vision du monde. Et voilà, je dirais ça. Bom, gente, a gente está chegando no final da nossa conversa de hoje. Eu queria agradecer ao Rafael, a Medina e a Minha por estarem aqui. A gente ainda vai ter um tempo de circular na exposição e ver, e a gente vai ter uma outra mesa que começa às 16h. Mas eu queria terminar com uma citação do Glissant. Essa exposição por um Museu de Errância, ela é com o Édouard Glissant. Então, na exposição, vocês vão ver vários momentos em que o Glissant aparece em citações, ele aparece em vídeo, e eu vou encerrar essa conversa de hoje com uma citação que está no nosso catálogo. Enfim, gente, o catálogo está à venda em cima, é um catálogo lindo, fruto de muito trabalho e com muitas traduções inéditas do Glissant para o português. Acho que vale dizer isso também. Acho que tinha um desejo nosso, enquanto curadores, eu e o Paulo, de trazer esse pensamento e de fazê-lo circular. Então, eu vou terminar. A Cata está trazendo o catálogo para eu mostrar. Ó, meu, o catálogo super bonito. Bom, eu vou ler. Já disse que essa paisagem é mais desmedida em nossas literaturas do que a conformidade física do que nossos países poderia sugerir. Isso porque ela não está saturada de uma história, mas fervilhando de um sem fim de histórias convergentes, espalhadas pelos arredores, ávidas por se unir, sem se aniquilar nem se reduzir. Acho que é isso, gente. Muito obrigada a todos.